Bonjour à toutes et tous, bienvenue à une nouvelle édition d'Euroquestions, la série de webinaires de l'Institut Jacques Delors, où 2 mercredis par mois, nous décryptons l'actualité et nous présentons nos travaux. Aujourd'hui, nous abordons la question de la réforme du cadre budgétaire européen, de ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance. En effet, s'il y a aujourd'hui un large consensus que le cadre budgétaire européen doit être réformé, car trop complexe, trop volatile et inadapté au niveau de l'endettement consécutif à la crise du Covid, de nombreux points de divergence persistent parmi les décideurs politiques sur l'avenir de ce pacte de stabilité et de croissance. Faut-il le rendre plus flexible pour faciliter l'investissement public afin de faire face à la crise climatique et de faire de l'autonomie stratégique européenne une réalité, ou faut-il en revanche rendre son application plus stricte pour réduire la dette publique des États membres? Cette Euroquestion sera donc l'occasion de discuter des pistes potentielles d'un compromis politique autour d'une réforme du cadre budgétaire européen. Nous accueillons Andreas Heissel, chercheur à l'Institut Jacques Delors en politique macroéconomique et budgétaire sur la dette publique et les politiques d'investissement. Il abordera pour nous ces enjeux. Avant de lui passer la parole, je vous rappelle que l'outil questions-réponses est disponible en bas de votre écran. Il vous permettra de poser toutes vos questions que je relayerai à notre intervenant dans la seconde partie de ce webinaire. Sans plus attendre, je passe la parole à Andreas pour sa présentation. Merci beaucoup pour cette introduction. Voilà, pour commencer, je pense que j'aimerais bien faire un petit rappel sur la gouvernance économique de l'Union européenne aujourd'hui. Plus largement, on est dans une situation, on est dans une union monétaire, on a l'euro ensemble dans la zone euro, on a une banque centrale européenne qui est indépendante et qui gère les affaires monétaires. Au même temps, en Europe, on n'a pas d'union budgétaire. Il y a quelques éléments qui vont dans cette direction. Là, on a un budget européen, mais qui est de très petite taille. Donc, si vous comparez l'Europe ou l'Union européenne aux États-Unis, par exemple, c'est au niveau supranational, au niveau fédéral. En fait, on a un budget très, très petit. Après, on a aussi quelques éléments d'une capacité budgétaire aujourd'hui, mais dans un moment temporaire plutôt, parce qu'on a, avec Next Generation EU, avec le plan de relance européen qui était décidé pendant la crise Covid, on a au moins jusqu'en 2026 quelque chose qui ressemble un peu à une capacité budgétaire, qui est aussi, on pourrait dire, un peu comme un fonds d'investissement finalement. Donc, aujourd'hui, on reste quand même dans une situation où la politique budgétaire en Europe reste dominée par les politiques budgétaires nationales. Et donc, la solution qui était prise plutôt pour trouver quand même une certaine cohérence entre les politiques budgétaires nationales et entre la politique budgétaire et monétaire, c'était de mettre en œuvre une coordination budgétaire. Cette coordination des politiques budgétaires nationales en Europe s'appuie notamment sur 3 piliers. Le premier élément est ce cadre budgétaire européen qui inclut toutes les règles budgétaires qui viennent du traité de Maastricht, par exemple, le 3%, les 60% qui sont très connus, mais après qui se traduisent ou sont spécifiés dans les pactes de stabilité et de croissance, où il y a aussi des éléments du pacte budgétaire européen, le Fiscal Compact. Après, on a aussi des institutions budgétaires qui sont de plus en plus été introduits depuis la dernière crise économique, les comités budgétaires nationaux, mais aussi au niveau européen, ça existe aujourd'hui, et des mécanismes de surveillance et des sanctions. Ça va être quand même l'élément sur je me le focalise, mais après les autres éléments dans cette coordination budgétaire, il y a aussi la surveillance macroéconomique, notamment avec la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, aussi un élément qui était introduit lors de la dernière crise économique, et la coordination socio-économique qui se passe premièrement par le semestre européen, mais le semestre européen est aussi en fait suit tout le cycle budgétaire en Europe et inclut aussi ces différents éléments aussi dans l'évaluation des politiques budgétaires. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui? Je pense qu'il y a un débat de réforme qui s'est accéléré pendant ces dernières années. Ça a déjà commencé, pour dire, depuis 2017-2018, qu'il y a vraiment besoin d'une réflexion sur les cadres budgétaires européens qu'on a aujourd'hui.
et ça s'est encore plus accéléré avec la crise Covid. Il y a de plus en plus en consensus pour une réforme parmi les experts. Comme c'était déjà dit dans l'introduction, on arrive à un moment maintenant à une complexité excessive des règles existantes. On a 5 à 6 règles différentes qui s'appliquent, qui sont sur des agrégats différents du budget et qui créent aussi des contradictions, mais en même temps aussi des options pour des États membres en fait de choisir quel type de règles ils aimeraient bien suivre et parfois en fait choisir la règle qui est la moins contraignante parce que ça leur a le mieux. En même temps, aujourd'hui, la règle centrale, on pourrait dire, de ce cadre est néanmoins la règle sur les déficits structurels. Et lié à ça, ce qu'il y a à faire annuellement, c'est faire un effort structurel si on ne suit pas la règle. C'était censé de rendre le cadre budgétaire moins procyclique, en fait, mais finalement, spécialement dans les situations où on a des crises, aussi des croissances fortement dans très peu de temps, ça amène en fait à une procyclicité dans les règles assez haut et aussi à une grande volatilité. Et même si on a la volonté de suivre les règles budgétaires, en fait, ça devient difficile pour les ministères des Finances de en fait trouver le bonne trajectoire des finances publiques pour rendre dans les règles. Plus largement, je pense qu'il y a une reconnaissance d'une faiblesse d'investissement public qui pourrait être liée aux règles budgétaires. Il y a une discussion sur ça. On pourrait quand même dire que c'est généralement, si on doit faire la consolidation budgétaire liée à des règles, c'est plus facile de couper des investissements publics que de, par exemple, couper dans les dépenses courantes, par exemple pour les retraites, etc. Et donc, en fait, on pourrait dire qu'il y a une certaine incitation par les règles, en fait, de plutôt couper les investissements que quelque chose d'autre. Au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi aujourd'hui un consensus pour une réforme parmi les acteurs politiques des pays différents. Mais là, ce consensus est moins clair parce qu'il y a aussi cette consensus pour une réforme se base sur des raisons assez divergentes, en fait. Les règles sont considérées trop restrictives par certains pays, spécialement notamment des pays avec une croissance économique faible, comme l'Italie, par exemple. Par contre, les règles sont considérées trop laxistes aujourd'hui par d'autres pays, spécialement des pays du Nord, qui trouvent que dans les dernières années, spécialement après la dernière crise, ces règles sont devenues trop politisées dans leur interprétation et on ne suit pas notamment plus vraiment en fait tous les critères qui étaient mis en place. Tout ce débat d'une réforme des règles budgétaires s'est fait dans un contexte plus large, je pense qui est important à rappeler. On a quand même des nouvelles réalités économiques en lien avec la crise Covid. Donc, pour faire face à la crise économiquement, les niveaux de déficit et de l'endettement public est quand même c'est encore augmenté beaucoup dans les États membres. C'est entre 10 et 20% selon le pays, comme on était touché. Et c'était quoi les vulnérabilités avant la crise, mais ça va jusqu'à 25%. En même temps, on est encore dans une situation de taux d'intérêt sur la dette publique qui reste à un niveau bas. Très récemment, on a vu de légère augmentation. C'était aussi lié au sujet de l'inflation qui revient là plus sur la table et qui demande aussi peut-être une autre politique de la Banque centrale européenne. Mais en tout cas, généralement, les dernières années, on a vu qu'on a des taux d'intérêt qui sont très bas, qui veulent quand même dire qu'il y a une capacité, une certaine soutenabilité de la dette publique qui va pas s'effondrer dans les prochains 2-3 ans. Après, en même temps, on a des attentes à une politique industrielle européenne plus active. On a vu ça aussi en lien avec la crise Covid, des perturbations dans les chaînes des valeurs. Donc, tout ce débat à une autonomie stratégique sont liés à ça, mais aussi à des changements plus larges dans le contexte géopolitique avec la Chine et les États-Unis qui soutiennent quand même très fortement certains secteurs. Et donc, il y a aussi des nouvelles attentes en fait, à une politique industrielle européenne plus active et qui demanderait aussi plus d'investissement. Et au-delà de ça, il y a des ambitions environnementales plus grandes et aussi des besoins supplémentaires d'investissement verts en Europe. Dans les derniers 3 ans, depuis 2019, avec la nouvelle commission, on a quand même encore resserré les ambitions, mais qui demandent aussi plus d'investissements verts, notamment liés avec l'accord sur le pacte vert pour l'Europe.
où en sommes-nous dans le processus aujourd'hui? Donc, déjà en février 2020, la Commission avait lancé ce qu'on appelle Economic Governance Review pour en fait commencer une réflexion de façon un peu formelle sur une réforme du cadre budgétaire européen notamment, mais aussi au-delà de ça. En fait, mais à cause de la crise Covid, en fait, c'était rapporté finalement, et on a s'était relancé ces processus en octobre 2021. Et maintenant, la Commission est en train de réfléchir en fait sur ce quoi proposer aussi en termes d'une réforme concrète et veut faire des propositions pour une éventuelle réforme avant l'été 2022. Donc là, on commence vraiment à être allé dans la chair ou dans le centre de ce débat. Au même temps, on a eu une suspension des règles budgétaires depuis 2020. Donc, on va avoir cette suspension jusqu'en 2022. C'était pour vraiment donner les États membres la capacité aussi, sans avoir besoin de suivre les règles budgétaires pour lutter contre la crise de la Covid. Cette suspension sera levée à la fin 2022. Et donc, aussi très prochainement, en fait, la Commission donnera ses orientations pour le budget national 2023 parce que dans le processus du cycle budgétaire et dans le semestre européen, en fait, le programme de stabilité et de convergence doit être déjà rendu en avril et pour ça, ils ont besoin, en fait, des orientations données par la Commission. Très prochainement, cette semaine, en fait, il y a un ECOFIN et le 10-11 mars, on a un Conseil européen que le président Macron de la République française voulait vraiment mettre sous l'idée d'un nouveau modèle européen de croissance. Et donc, je pense que c'est vraiment ces questions de gouvernance économique vont être au cœur. Et je pense que les États membres ont vu que la Commission veut faire une proposition dans les prochains mois, sont aussi en train de discuter et former leur propre position sur ce sujet. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment sur la table et qui va nous suivre dans les prochaines semaines et mois. Un élément qui est très important dans le débat, je pense que est-ce qu'une réforme avant 2023 est-elle réaliste? Je pense que ici, les orientations données par la Commission sont très importantes pour les budgets nationaux en 2023. Ce que je peux comprendre, ce que j'ai vu pour l'instant en termes de messaging, en gros, de la Commission, c'est qu'on propose de pas vraiment appliquer les règles à la lettre en 2023, notamment les règles sur l'endettement. La Commission veut donner une marge laisser une marge de manœuvre aux États membres. Sur les déficits, je pense que la Commission va être plus stricte, mais va quand même être pas si stricte dans le sens qu'ils veulent voir un effort de conciliation budgétaire, mais on voit vraiment dans le discours de la Commission que on s'est dit, on a appris de la dernière crise économique qu'on ne veut pas faire une consolidation budgétaire prématurée. Et ça, c'est quelque chose de bien de point de vue économique. En même temps, si on veut parler d'une réforme et une réforme qui se passerait peut-être prochainement, en fait, ça réduit la pression pour les acteurs politiques pour trouver un accord jusqu'à la fin de l'année, parce que sinon on se dit, OK, si on va réappliquer les règles qui sont plus adaptées en fait à la situation d'aujourd'hui, on aurait eu plus de besoin d'agir directement maintenant pour trouver un nouveau accord. Donc, d'un côté, c'est une bonne idée, c'est une bonne nouvelle. Au même temps, ça va sûrement prolonger les débats de réforme, mais qui est peut-être aussi quelque chose de bien parce que c'est des discussions importantes et il ne faut pas non plus les précipiter. Qu'est-ce qu'alors sont les pistes de réforme sur la table? Il y a beaucoup de propositions qui sont sorties maintenant. J'ai un peu fait un tri et je vais proposer quelques éléments que je pense que généralement sont le plus au centre d'un débat sérieux. Donc, un élément, c'est de rendre les règles budgétaires plus crédibles. C'est plutôt sur des aspects plus techniques des règles budgétaires existantes. Donc, simplifier le cadre budgétaire actuel, ça veut dire avoir moins de règles et voilà, avoir une plus de simplicité aussi comment ils sont appliqués. Un des éléments qui est largement partagé est de remplacer la règle du déficit structurel par une règle de dépenses
qui probablement aurait par contre besoin d'une limite d'endettement soutenable au moyen terme pour les calibrer, pour en fait assurer qu'il y a une soutenabilité de la dette donnée dans le long terme. Et je pense que quelque chose qui est vraiment sur la table et discuté très clairement est d'enlever des éléments qui sont économiquement simplement contre-productifs. C'est notamment la règle de réduction annuelle de 5% de la dette au-dessus de 60% du PIB pour des pays comme l'Italie ou des autres pays qui ont un endettement beaucoup au-delà de 100% du PIB. Ça demande des efforts budgétaires qui en fait sont macroéconomiquement pas faisables et c'est très contre-productif sur la croissance. Une autre partie de piste de réforme, c'est vraiment faciliter l'investissement public et la coordination budgétaire en Europe. C'est beaucoup discuté l'introduction d'une règle d'or. Donc, ça veut dire qu'on fait une exemption de l'investissement public ou quelques éléments de quelques secteurs ou quelques parties de l'investissement public, comme sur l'investissement public vert du cadre budgétaire. Donc, qui ne compte pas dans le calcul des règles budgétaires. Et une autre option qui est peut-être à la place d'une telle règle d'or, ce serait une création d'un fonds d'investissement européen et ou aussi une création d'une vraie capacité budgétaire permanente. Et je pense que là, on réfléchit beaucoup dans l'image de Next Generation EU, du plan de relance européen, de faire quelque chose similaire. Next Generation EU est en fait un peu un mélange entre une capacité budgétaire temporaire et un type de fonds d'investissement. Ça remplit un peu ces deux critères, mais de réfléchir comment en fait on pourrait développer ça dans l'avenir. Le troisième élément, et ça c'est quelque chose qui je pense qui est plus souhaité par les pays du Nord, c'est aussi de développer ou de renforcer des mécanismes de contrôle. Ça veut dire, d'une côté, je pense qu'un élément qui revient de plus en plus, c'est de trouver des moyens pour améliorer la qualité des dépenses publiques. Je pense qu'encore une fois, avec Next Generation EU, avec certains critères de conditionnalité en termes de pour quel type d'investissement on peut dépenser de l'argent, ça donne déjà une idée comment ça pourrait fonctionner. Un autre élément est quand même d'assurer une meilleure conformité des budgets nationaux aux règles budgétaires. Là, c'est un sujet compliqué en ce moment, je pense que quand même, mais c'est quelque chose à réfléchir, spécialement pour des pays du Nord, c'est important parce qu'ils trouvent qu'il faut arrêter d'être trop politisé dans l'interprétation des règles et revenir à quelque chose qui est plus automatique dans le sens. Et finalement, comme je dis, ces plans nationaux de relance et de résilience sont un peu un schéma directeur pour comment on pourrait passer ce renforcement du contrôle des dépenses. Sur des points de consensus ou dissensus, je pense qu'il y a un consensus assez large sur les aspects plus techniques. Donc, il y a un consensus assez large sur la règle des dépenses. Après, il y a quand même un dissensus qu'il faut noter sur la calibration exacte parce que même si dans l'idée, ça rend les règles budgétaires moins volatiles et moins procycliques et donc plus faciles à mettre en œuvre et aussi peut-être plus compréhensible pour les citoyens. Le problème est, en fait, comment on décide c'est quoi le dette soutenable et donc dans quelle trajectoire on doit prendre pour cette règle de dépenses. Ça pourrait amener à des politiques qui sont assez contraignantes, donc qui demandent peut-être une consolidation budgétaire très forte, ou dans l'autre sens que ça donne beaucoup de marge de manœuvre. Donc même si dans le principe on est d'accord sur la calibration exacte, un vrai débat va se quand même créer. Il y a un consensus large sinon sur la simplification et crédibilisation des autres règles budgétaires. Par exemple, il y a quand même beaucoup une discussion aussi sur les 60% de l'endettement par rapport au PIB. Est-ce que c'est encore une règle qui a du sens? Par contre, les 3% du déficit nominal et les 60% de l'endettement sur le PIB sont quand même dans les traités. Et donc, ça rend une réforme très difficile et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est sur la table. Donc, on va plutôt discuter comment on peut mieux spécifier de trajectoire vers ces objectifs et en fait mettre ces objectifs plus loin dans l'avenir pour en fait avoir de trajectoires qui sont moins contraignantes en pratique. Aussi, il y a un consensus large sur les besoins d'investissement public supplémentaires, mais là, il y a un reste en dissensus sur les outils qu'on pourrait utiliser.
Il y a beaucoup d'acteurs qui maintenant quand même proposent cette règle d'or que j'ai dit. Mais c'est un sujet où certains pays ou certains acteurs disent depuis très longtemps il y a des risques d'une utilisation incorrecte ou une mal-utilisation là, parce qu'il y a toujours cette question qu'est-ce que finalement est de l'investissement, qu'est-ce que c'est des dépenses courantes. Si c'est sur des questions du capital humain, par exemple, ça devient très compliqué très rapidement. Et spécialement, l'Allemagne est très critique de quelque chose comme ça. Et c'est un peu un résultat du débat interne des années 2000, quand en Allemagne, il y avait aussi des discussions en place pour leur propre cadre budgétaire national. Eux, ils avaient une règle d'or, d'une certaine manière, avant. Et il y avait beaucoup de discussions, comment on peut décider, voilà, quel type de l'investissement on pourrait inclure ou exclure. Et qui disent que c'est très compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, spécialement si on veut se que focaliser sur l'investissement vert, par exemple, avec des éléments de la taxonomie, aussi des choses qui étaient dans, en fait, la facilité pour la relance et la résilience. On a donné quand même quelques critères. C'est quoi un investissement qui pourrait passer? Il y a quand même des éléments là qu'on pourrait utiliser. Donc, ce ne serait pas non plus complètement aléatoire, mais voilà, ça reste un sujet très discuté. Dans autre option, ce serait avoir un nouveau fonds d'investissement ou une capacité budgétaire européenne. Et là, par contre, je pense qu'un contrôle exigeant, comme il était là pour Next Generation EU, par exemple, est encore une fois là, quelque chose imaginable. Si on met simplement une règle d'or en place, en fait, c'est les budgets nationaux encore qui en fait doivent être utilisés et il y a quand même des capacités budgétaires différentes encore, et comme aussi c'est de budget national finalement, je pense que c'est moins légitime de réfléchir aussi si on a ce type de contrôle en termes de dépenses là en place. Donc ce serait probablement plus faisable, plus légitime de faire ça pour quelque chose d'une capacité budgétaire, quelque chose comme ça. Voilà, mais il faudrait aussi des ressources dédiées pour ça, pour avoir une vraie valeur ajoutée, qui est l'autre problème, parce que ça demande aussi une discussion profonde sur comment trouver ces ressources. Pour finir, je pense qu'il y a quelques éléments importants pour comprendre ce qui pourrait être des critères de succès pour un nouveau pacte. Donc, de mon point de vue, une réforme du cadre budgétaire européen semble une nécessité pour des raisons très variées. Mais là, je viens de parler beaucoup de règles budgétaires. Une réforme limitée que aux règles budgétaires semble insuffisante pour assurer une meilleure coordination budgétaire en Europe. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, qu'on vient vers quelque chose où on arrive de encore mieux coordonner nos budgets nationaux. Et pour ça, il faut, à mon avis, aller au-delà d'une intégration négative qui consiste aujourd'hui spécialement à dire, OK, on vous interdit simplement de faire ça et faire ça, mais de plutôt développer aussi de nouvelles institutions et aller vers une intégration plus positive. Donc, il faut vraiment penser un ensemble cohérent et complémentaire des politiques publiques européennes et qui doit, à mon avis, inclure quelques éléments d'une union budgétaire ou plus fort qu'aujourd'hui, ce que c'est le cas. Après, pour surmonter les inquiétudes des différents acteurs politiques impliqués, il faut, à mon avis, trouver vraiment un accord gagnant-gagnant. C'est relier des mécanismes de solidarité, des responsabilités, contrôle. Je vais en parler un peu plus après encore. Et je pense que Next Generation EU était vraiment un bon exemple de ça. C'est de donner de l'argent européen via des fonds européens contre des critères de dépenses et d'une certaine manière une conditionnalité. Je pense que c'était beaucoup plus légitime qu'on a que donné des prêts pour des États membres qui étaient dans une situation critique. Voilà. Élément du nouveau pacte, à mon avis, doit vraiment être introduire des règles budgétaires plus crédibles, plus lisibles, plus légitimes, aussi pour les citoyens. Aujourd'hui, c'est devenu tellement complexe, tellement difficile aussi à comprendre, même pour les acteurs politiques déjà, même pas des citoyens, qu'il faut vraiment simplifier ça. Comme j'ai déjà dit, il faut vraiment réfléchir à comment on pourrait formaliser des éléments d'une capacité budgétaire, voir comment on pourrait pérenniser SURE ou Next Generation EU ou quelque chose de similaire.
Et il faudrait donner vraiment une marge de manœuvre pour l'investissement vert aux États-Unis. J'ai discuté les options. À mon avis, un nouveau endettement dans ce sens-là serait quand même beaucoup plus utile. Aussi, si on veut avoir des objectifs comme du contrôle sur comment ces dépenses sont utilisées, finalement, que si on ferait ça via une règle d'or. Et voilà, en termes de relier solidarité et responsabilité, comme j'ai aussi encore dit, la mise en disposition de l'argent européen supplémentaire peut beaucoup mieux justifier de mécanismes de conditionnalité et aussi après une application du cadre budgétaire européen. Et c'est beaucoup moins le cas, en fait, pour une règle d'or. Donc, il faut penser ça ensemble. Et le même principe s'applique aussi à une éventuelle mutualisation de la dette existante. Je pense que c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus compliqué que de se mettre d'accord sur un nouveau endettement qui est mutualisé. Et une flexibilisation du cadre budgétaire européen sans la mise en place des éléments de capacité budgétaire suffirait pas pour créer la convergence économique dans l'Union européenne dans le moyen terme, parce qu'on reste dans des situations où on a des différences dans les capacités budgétaires nationales très fortes. Mais là, c'est un peu vraiment ce qu'on pourrait espérer avoir. Bien sûr, on va voir dans les prochains mois comment la bataille politique va se passer, si peut-être on arrive à des solutions beaucoup plus moins ambitieux et beaucoup plus technique que j'ai présenté maintenant, mais on peut évidemment discuter ça maintenant dans la discussion. Merci. Merci beaucoup, Andreas, pour ta présentation. En effet, on a reçu pas mal de questions de nos auditeurs, donc je vais me lancer directement dans le bain. Donc, une première question, tu as parlé un petit peu de la notion de mutualisation de la dette, en disant que c'était probablement assez compliqué, en tout cas politiquement à ce stade. Un auditeur demande donc quid de cette idée de mutualisation de la dette qui avait fait l'actualité au début de la crise Covid. Et un autre auditeur nous demande la même question sur la notion d'annulation des dettes publiques détenues par la BCE. Est-ce que sur ces deux notions, est-ce qu'on peut dire qu'une graine a été plantée pour l'avenir ou que, comme tu l'as dit, ça s'avère très compliqué politiquement et on est probablement au point mort? Par rapport à l'annulation de dettes publiques tenues par la Banque centrale européenne, c'était un débat qui, je pense, qui était quand même très franco-français dans le sens que c'était très présent comme discussion en France. C'était quand même un débat assez profond. Mais je pense qu'au-delà de la France, il y avait quand même peu de pays où c'était vu comme une option sérieuse. Pour des pays comme l'Allemagne, par exemple, à mon avis, c'est impensable, en fait. Donc, c'est pas quelque chose qui, à mon avis, est vraiment sur la table et qui semble réaliste. Il y a beaucoup d'autres options qui seraient beaucoup plus réalistes pour eux. Donc, c'est un débat. Je pense que on va pas aller plus loin. Il y a quelques propositions sur la table de mutualiser au moins une partie de la dette existante. C'est des propositions qui étaient déjà faites dans la crise précédente. En fait, on a aussi des idées, avoir du senior, du junior debt, en fait, et de créer aussi un mécanisme de marché pour modifier ça. Avec Next Generation EU, on est pour la première fois arrivé en fait de mutualiser la dette au niveau européen, mais c'était pensé de façon très différente parce que c'était que pour la nouvelle dette en fait qui était émise et pour faire face à la crise Covid-19. C'était beaucoup plus limité et en fait il y avait des mécanismes de conditionnalité ajoutés à ça. Après il y avait quand même cet aspect des transferts dedans. Similairement à la question d'une annulation de dette, je pense qu'une approche où on va beaucoup plus loin dans le sens qu'on va mutualiser la dette existante, qui pourrait être en fait vraiment une bonne solution aussi pour aider des pays comme l'Italie qui en fait a on pourrait dire un legacy endettement en fait qui en fait depuis plus de 20 ans généralement en surplus primaire, mais un niveau d'endettement qui est si haut dans le long terme et une croissance trop faible en fait pour se débarrasser de cet endettement en fait. Donc dans ces situations comme ça pourrait être une très bonne idée. À mon avis, c'est aussi politiquement très très difficile parce que c'est la dette dans le passé où il n'y avait pas de mécanismes de contrôle dessus. On pourrait dire on pourrait dire voilà on a quand même eu un contrôle en fait de qualité de dépenses.
Donc, c'est beaucoup plus facile aussi à accepter pour des pays qui sont très critiques à une utilisation de dette, de dire qu'on va faire que faire ça pour un type nouveau endettement et on met des critères avec, en fait. Et encore une fois, c'est probablement malheureusement comme ça, l'Allemagne joue quand même un énorme rôle dans n'importe quelle réforme qui est possible. En Allemagne, quand il y avait ce débat national, il y avait cette question au niveau des États fédéraux, en fait, qui étaient des fois, on dirait, surendettés. Il y avait des disputes même juridiques entre l'État fédéral et les États différents pour découvrir, en fait, s'ils ont besoin de l'aide de l'État. Et donc, on a trouvé un mécanisme, finalement, où on a mis en place des règles budgétaires strictes aussi pour toutes les Länder, donc pour tous les États fédéraux. Mais en contrepartie, ils ont reçu des aides en fait pour avoir la capacité aussi de se débarrasser aussi de l'endettement qu'ils ont accumulé dans le passé. Et donc, je pense que, encore une fois, dans la pensée des Allemands, une solution comme ça est beaucoup plus quelque chose qu'ils ont déjà fait. Et je pense que eux, ils ont perçu comme un succès. Je ne vais pas dire que comment c'était fait en Allemagne, c'était notamment la meilleure façon de le faire. Mais c'est sûrement la vision des Allemands que quelque chose comme ça est beaucoup plus compréhensible et ça vient beaucoup aussi de cette notion qui vient d'un État fédéral en fait où on a des niveaux différents qui doivent aussi négocier entre eux pour trouver un accord sur les politiques budgétaires à mener. Merci beaucoup. J'enchaîne sur une autre question. Donc, une auditrice nous demande, votre policy option serait donc de 1, flexibiliser, simplifier le pacte de stabilité et de croissance, et 2, de créer un instrument type Next Generation EU pour financer les objectifs du Green Deal. Donc, jouer sur les deux fronts, point d'interrogation. Je pense qu'il faut voir qu'il y a des trade-offs dans les solutions, en fait, en réalité. Donc, je pense qu'il y a plutôt deux options et il y a une question à faire sur quels critères on peut mettre ensemble pour les solutions en fait à mettre en œuvre. Donc, je pense que si on veut trouver un compromis politique, il ne va pas consister à se dire on va flexibiliser beaucoup les règles budgétaires, on va donner beaucoup plus de marge de manœuvre aux États membres et en même temps, on va créer des outils européens. Je pense que on pourrait même encore dire que c'est peut-être souhaitable, mais je pense que c'est quelque chose qui est politiquement pas faisable à mon avis. Et donc, à mon avis, il y a deux types de compromis qui pourraient se faire, mais qui ont des conséquences sur des critères, comment on met ça en place et c'est quoi l'ensemble des politiques qu'on met en place. Et donc, si on veut flexibiliser le cadre budgétaire beaucoup plus, notamment on veut donner beaucoup plus d'espace aux États membres d'investir, faire l'investissement public. En même temps, si on veut faire ça, c'est beaucoup moins légitime de mettre en place, par exemple, des mesures pour assurer comment, ou de demander à ces États membres de montrer comment ils dépensent cet argent exactement, que si c'est de l'argent européen, en fait. Et en fait, qui est aussi une forme de solidarité qui vient via l'Europe, parce que, comme on a vu avec Next Generation EU, on ne se paye pas tout seul, le propre pays, son propre investissement. Donc, des pays qui sont plus dans une situation critique, voilà, reçoit une solidarité. Dans cette situation-là, je pense que c'est beaucoup plus légitime de demander en contrepartie, en fait, qu'il y a des mécanismes de contrôle en place qui sont plus stricts ou qui sont voilà, un peu comme ils sont pour Next Generation ou pour la facilité. Et dans cette situation, on pourrait aussi dire que c'est plus légitime qu'on ne va pas complètement changer les cadres budgétaires européens dans le sens que on va flexibiliser tout parce qu'on pourrait dire voilà, il y a quand même de l'argent supplémentaire qui vient du niveau européen. Donc, je pense que c'est plutôt deux options et ces deux options ont des conséquences aussi sur l'ensemble des instruments, des outils qui, à mon avis, sont politiquement légitimes à mettre en place. Donc, c'est vraiment, je pense que faut trouver un compromis, vraiment trouver ce type de légitimité dans ce mécanisme de solidarité d'un côté et aussi de responsabilité de l'autre côté. Merci beaucoup. Donc une autre question, un auditeur nous demande de revenir sur la position de la France sur la réforme des règles budgétaires. On a un petit peu parlé, on a aussi parlé de l'Italie et de l'Allemagne, mais quid de la France? Quelle est sa position là-dessus et depuis quand est-elle favorable à une réforme de ce pacte budgétaire?
A priori, je pense que la France était depuis très longtemps plutôt pour une réforme de règles budgétaires. Il y a aussi une vision, à mon avis, un peu différente en France que dans les autres pays, même sur le fonctionnement des règles, en fait. Donc, dans un pays comme l'Allemagne, les règles sont vraiment vues comme quelque chose externe qu'il faut mettre en place. Et même si pas dans chaque année, cette règle s'applique de la meilleure façon. Elle ne donne pas forcément les meilleurs conseils pour mener une politique budgétaire. Dans le long terme, ça c'est un peu la vision, ça évite des erreurs politiques qui pourraient être commises si on fait une politique trop discrétionnaire. Et ça, c'est beaucoup la vision allemande, je pense. Et la vision française est beaucoup plus penchée sur l'expertise, en fait. Ça veut dire que il ne faut pas simplement bêtement appliquer des règles, mais il faut aussi vraiment regarder tous les chiffres macroéconomiques, les données qu'on a plus largement, pour prendre de bonnes décisions budgétaires aussi qui correspondent et qui sont une réponse à des évolutions plus larges. Et je pense que c'est une notion, même aujourd'hui, comment le cadre budgétaire européen est aussi appliqué en France, et il y a beaucoup plus cette idée, en fait. Donc, je pense que il y a quand même cette idée qu'on veut quelque chose de différent. Le modèle est quand même en allemand très allemand, en fait, cette idée. Dans les dernières années, c'était déjà appliqué de façon beaucoup plus politisée. Je pense que c'était plus dans le sens de la France. Mais je pense que généralement, la France est pour ça. En termes de positionnement, c'est un peu difficile à dire. Je pense que si on regarde les choses qui étaient dites publiquement par les ministres des Finances et tout ça. Il y avait quand même on a quand même discuté cette notion de 60%, que c'est quelque chose qui est au-delà d'une réalité économique maintenant, de vraiment suivre ça. Il n'y a aussi pas de logique derrière qu'on a ça. Après, comme c'est très difficile à changer dans les traités, parce que c'est dans les traités, je pense qu'une des options va plutôt être de respécifier en fait les autres éléments du cadre budgétaire pour mener cet objectif d'arriver à ces 60% tellement loin dans l'avenir que ça joue beaucoup moins un rôle qu'il pourrait potentiellement jouer aujourd'hui. La France, comme un État qui a généralement quand même une tendance d'investir beaucoup, faire beaucoup d'investissements publics par rapport aux autres pays, qui a aussi une tradition plus forte que les autres pays européens pour une politique industrielle plus forte. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt de trouver des solutions là aussi. Tes propositions, je pense, qui sont sorties, qui étaient plus techniques, mais qui étaient quand même proches aux propositions, aux idées qui sont de la France, c'est aussi quand même de réfléchir sur une mutualisation d'une partie de la dette. Mais encore une fois, je pense que c'est un sujet très compliqué. Là aussi, je pense que les différents États membres sont en train en fait de se positionner et essayer de trouver des positionnements qui ne ferment pas complètement le débat, mais qui donnent quand même des positions fermes pour ne pas donner trop tôt dans la négociation. On a récemment quand même vu que l'Allemagne ou le ministre des Finances et les autres personnes du ministère des Finances ont quand même donné des avis où ils disaient voilà, il faut vraiment pas s'attendre trop non plus. Nous, on n'est pas non plus pour complètement casser les cadres budgétaires, faire quelque chose de totalement nouveau. Je pense que c'est aussi des positionnements simplement plus politiques que d'autres choses. Mais voilà, ça c'est un peu le positionnement que je le vois aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, le temps tourne, donc je vais terminer avec une question un petit peu plus générale peut-être. Bon, on sait très bien que la crise de 2008 n'était pas la crise Covid. On a l'impression que la réponse économique qui a été apportée était quand même très différente entre ces deux événements. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard du plan de relance, de ce qui a été proposé, de l'assouplissement des règles budgétaires, est-ce qu'on peut dire que la culture de l'endettement au niveau de l'Union européenne a changé de manière pérenne? Ou est-ce qu'on est plutôt sur un one-shot en réponse à cette crise? Et dans ton sentiment, est-ce qu'à l'avenir, d'ici 2-3 ans, est-ce qu'il y a une possibilité de retourner à une culture un petit peu plus stricte de l'endettement et des règles budgétaires? Je pense qu'il y avait quand même un processus d'apprentissage assez important pendant la dernière crise. Ça a pris trop longtemps, en fait. Ça a pris jusqu'en 2012 qu'on a commencé de voir que la gouvernance économique européenne, comment elle était pensée et comment aussi la politique monétaire et la politique budgétaire jouent ensemble, ne fonctionnent pas très bien. Et
Ça a duré jusqu'en 2015 quand on s'est dit, ah oui, on a eu une conciliation budgétaire prématurée, trop forte. Ça nous a amené dans une situation économique quand même beaucoup pire que par exemple aux États-Unis. Et donc, je pense qu'il y avait quand même ce processus d'apprentissage et il y a quand même aussi peut-être une nouvelle génération de personnes maintenant qui arrivent plus au pouvoir, qui a vécu en fait cette expérience et on a vu que beaucoup de recettes qui étaient appliquées au moins au début de la dernière crise, au moins jusqu'en 2011, c'était peut-être pas les bons outils. Pour l'avenir, je pense que beaucoup dépend comment va évoluer en fait d'un côté le taux d'intérêt. Donc, c'est une question d'un côté sur l'inflation, donc comment ça va évoluer, si cette montée liée à des prix de l'énergie et aussi à la crise ukrainienne, d'un côté, et de l'autre côté, de problèmes dans les chaînes des valeurs, dans les perturbations, comment ça va évoluer, est-ce que l'inflation va s'installer plus comme au moins la Banque centrale européenne croit encore aujourd'hui, qui croit que c'est quelque chose de temporaire, parce que ça a aussi un effet après sur les taux d'intérêt, au moins partiellement. Et si les taux d'intérêt, si sur la dette publique vont augmenter significativement dans les prochaines années, ça va aussi remettre plus en question le sujet de conciliation budgétaire. En fait, depuis 2012-13, ou même un peu avant, à ce moment, il y avait comme une réduction très forte de taux d'intérêt sur l'endettement. Et en fait, comme on roule la dette et on renouvelle la dette, ça dépend un peu de chaque pays, mais de 6, 7, 8 ans à suivre, en fait, on a beaucoup maintenant, jusqu'à aujourd'hui, en fait, remplacer une dette, l'endettement avec des taux d'intérêt assez hauts, avec un taux d'intérêt très faible, en fait. Et maintenant, même si on doit le rerouler dans les années à venir, ça va quand même prendre quelques années jusqu'à que ça devienne un vrai sujet. Mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui peut arriver. Pour l'instant, je pense qu'il y a quand même un apprentissage, il y a quand même aussi une messaging très différent des acteurs différents qui, à mon avis, quelque chose de très positif. Je pense qu'on a vraiment un peu quand même appris quelque chose et on voit aussi les résultats économiques de différentes solutions qui étaient prises. Et maintenant, je peux que espérer qu'on va prendre cet élan aussi d'avoir pris, à mon avis, plutôt des bonnes décisions pour aussi réfléchir à un avenir de la gouvernance économique européenne qui va plus formaliser toutes ces nouvelles idées qui sont là. Voilà. Merci beaucoup, Andreas, pour ces réponses très, très claires. Je voudrais maintenant m'adresser à nos auditeurs. Merci beaucoup pour vos questions. Donc, j'ai noté des questions qui s'éloignaient quelque peu de notre sujet aujourd'hui, mais pas forcément. Donc, des questions sur l'harmonisation fiscale, des questions également sur l'absorption au niveau des régions des fonds européens. Donc, je voulais simplement vous signaler que vos questions ne sont pas passées inaperçues et que ces sujets-là sont également traités à l'Institut Jacques Delors, notamment la question de l'Europe des régions par notre conseillère Marjorie Jouan, qui travaille sur ces questions, et les questions de fiscalité par notre chercheur associé Pierre Jaillet. Et nous espérons pouvoir traiter également ces sujets à l'avenir. J'en profite également pour vous dire que le prochain Euroquestion aura lieu donc le mercredi 9 mars de 14h30 à 15h avec notre chercheuse associée Clarvik Carneis qui travaille sur les questions d'égalité hommes-femmes et qui abordera pour nous la question de la représentativité des femmes dans les CA, dans les conseils d'administration des entreprises européennes, une directive qui a été proposée par la Commission et qui est actuellement discutée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je remercie encore Andreas pour son intervention. J'espère que cette Euroquestion vous a plu. Vous retrouvez l'enregistrement en ligne sur notre chaîne YouTube et par mail. Et j'espère que ça vous a plu, qu'il puisse dans une nouvelle configuration qu'on espérera renouveler à l'avenir. Merci beaucoup. Très bon après-midi à tous et à toutes. Au revoir.